Avec RQQG, vous avez le champ libre. La musique peut mener vers bien des états émotionnels. Rire, pleurs, colère, mais pas seulement. Les tempos musicaux entraînent parfois l'esprit dans une transe, aussi appelée état de conscience modifié. Résumer la musique trance à cela serait bien réducteur, et le festival dont nous allons parler aujourd'hui d'autant plus. Car il est des parenthèses de vie que certains humains s'accordent à vivre. Ces moments où l'on semble connecté à l'autre, où tout nous paraît plus simple. Comme si nous pouvions nous comprendre, nous simples mortels, nous tolérer et partager un moment d'accalmie au rythme du battement sourd et envoûtant de la transe. Chers auditeurs, auditrices, fermez les yeux, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous partons dans un voyage psychédélique, aux sonorités orientales, aux basses qui font résonner les cœurs et aux visions hallucinantes et envoûtantes. Bienvenue au pays de la trance-musique, mais avant tout, jingle. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce... Auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble... Bocage festif. Le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bocage Festif, toujours enregistré dans les locaux de la radio qui cangrogne à Bourbon-la-Chambaud, 101.fm. Si vous ne connaissez pas le principe de l'émission, eh bien c'est bien dommage. Bocage Festif, c'est le podcast des événements du bocage bourbonnais. On parle musique, on parle fête, on parle tradition et bien d'autres sujets. Pour cela, donc, je vous renvoie aux précédents épisodes disponibles sur le site de la radio qui cangrogne, rqqg.fr, notre site ccbb.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de musique. Alors, si vous êtes familier de la musique électro, vous devez sans doute connaître, ou pas, la musique trance, ou du moins le genre. Par chez nous, dans le bocage bourbonnais, dans l'Allier, on connaît bien ce courant musical. Et pourquoi ? Parce que chaque année, le plan d'eau du petit village de Vieur accueille le plus grand festival de musique de trance de France, le Hadra Trance Festival. Un événement unique de par son organisation, les valeurs qu'il défend, mais surtout par sa programmation éclectique et multidisciplinaire qui mêle musiciens, vidéastes, plasticiens et performeurs. Devenu au fil des années la plus grande célébration de la culture psychédélique trance en France et désormais reconnu comme référence en Europe et dans le monde entier. Le festival a su conquérir au fil des années le cœur des festivaliers toujours plus nombreux. Sur les rives d'un lac, donc au plan d'eau de Vieur, dans l'Allier, 4 jours de fête, 3 scènes et plus de 150 artistes avec une diversité musicale exceptionnelle pendant 72 heures non-stop attirent chaque année 10 000 personnes venues du monde entier. Et comme je vous le disais en intro, le Hadra Trance Festival n'est pas comme tous les festivals. J'ai essayé donc différents festivals d'électro, de métal, de rock, de reggae et même de hip-hop, et celui-là il a quelque chose qui dépasse la musique. Parce qu'ici, on est sur un festival que je qualifierais de micro-société utopique. On va dire que les rapports humains sont au centre du festival. On se questionne sur nos sociétés, nos besoins, notre recherche de bien-être. On débat, on rit, on prend soin des autres, on s'entraide et surtout on s'aime. C'est un peu le Woodstock 2.0. Et tout cela dans un décor à vous couper le souffle. Alors, d'où vient la trance ? Quelles sont les valeurs véhiculées par cette musique qui a traversé les époques et le monde ? Et qu'est-ce que le festival a de si inédit ? Et pour en parler aujourd'hui, donc j'accueille Lucie Bonnard, qui est chargée de com à l'association Hadra. Salut Lucie. Bonjour, bonsoir à toute la Comcom, à tout le bocage bourbonnais, à Radio qui cangrogne. Oui, c'est vrai que ça dépend à quelle heure on nous écoute. Bah, c'est pour ça. Pas faux. Du coup, donc toi, tu es une très bonne connaisseuse de la musique trance. Je suis tombée dans la marmite, oui. T'es tombée dans la marmite quand t'étais petite. Est-ce que tu peux nous parler justement, on va parler d'abord un peu d'histoire en fait, de la musique. Est-ce que tu peux nous raconter très brièvement justement d'où ça vient la trance ? C'est quoi la trance ? Alors,
La trance, si on parle du mot trance largement, en fait, c'est quelque chose de très large. Je vais déjà parler un petit peu des mots et des termes, puisque nous, on va dire qu'au Adra Trance Festival, on joue une musique donc électronique qui amène à la trance, mais qui est du courant de la psychédélique trance. Mais la trance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des courants musicaux depuis très très longtemps. Et même dans des formes très traditionnelles et anciennes aussi. Il faut savoir que même encore aujourd'hui, il y a différents courants de trance. On a aussi la trance uplifting, justement. On parlait en off tout à l'heure de DJ Tiesto ou des choses comme ça. Ouais. Ce sont d'autres courants, en fait, de trance musique beaucoup plus populaires. Nous, on est dans la psychédélique trance et effectivement, ça tire aussi, comme tu le disais très bien en intro, de cet état de conscience modifié que les publics vont ressentir sur scène. Et donc, ces états de transe, c'est des moments de communion, effectivement, universelle, de lâcher prise, une espèce de symbiose et une égrégore entre la musique, les visuels, le corps, le mental. Ouais. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de l'histoire donc, de la psychédélique trance, c'est-à-dire le genre qu'on diffuse et qu'on promeut majoritairement au Adra Trance Festival, c'est l'histoire d'une rencontre entre l'Occident et l'Orient. Ça prend un peu ses racines à l'époque. Bon, bah voilà, on est à la fin des années 60. L'utopie hippie n'en est finalement pas trop une, notamment aux États-Unis où on sort un petit peu de la désillusion. Et du coup, on a toute une communauté hippie qui va partir en voyage et qui va aller découvrir l'Asie. Et notamment Goa, les plages de Goa en Inde. Et là-bas, ces communautés de voyage, qui étaient donc autour de valeurs comme l'amour, la tolérance, la bienveillance, la rencontre, vont rencontrer un petit peu les communautés indiennes aussi, les sonorités et la spiritualité indienne. Mmh. Et il s'avère qu'à cette époque, on était encore dans un courant du rock psychédélique. On a d'ailleurs... Oui, parce que l'électro existe pas encore en tant que tel. On est dans les années 70, donc là on est dans les années 70. Ces communautés sont à fond dans le rock psychédélique notamment, et d'ailleurs on a pas mal de groupes, même les Beatles et d'autres, pour ne citer que, qui sont allés s'installer un petit peu à Goa et qui ont participé à ces premières fêtes au bord de la plage. Et en fait, ces fêtes devenaient de plus en plus intenses, et les communautés voulaient créer une musique typique des fêtes de Goa. Et donc, on avait ce mélange entre la tradition indienne et cette communauté occidentale. Et cette communauté occidentale remontait beaucoup, des fois, en Angleterre, en France et en Allemagne pour aller dans les studios, travailler un peu de la musique. Et c'est là aussi où il y a l'arrivée de la technologie, avec les premiers synthétiseurs, la Roland TB-303. Ouais. Et en fait, c'est l'arrivée de l'acid house. Et c'est en fin de compte, à cette période, ce mélange entre le rock psychédélique, les premiers synthétiseurs de l'acid house et ces influences indiennes qui vont créer les premières musiques de Goa Trance. Années 90, 80, on est à peu... Début des années 90. Et il faut savoir qu'à cette époque, c'était assez un âge d'or, en fait. Il y a eu des albums dans les années 94-95 d'hallucinogènes vendus à plus de 85 000 exemplaires physiques. Enfin, il y a eu un bon courant. Et puis, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné... peut-être que c'était pris un peu moins sérieux, quoi. Mais en tout cas, la psytrance a été un peu reléguée de côté à la fin des années 90, mais en tout cas, il y avait eu un très bel essor. D'ailleurs, pareil, en termes de référence, un vieux groupe, c'est Juno Reactor. Si vous regardez finalement les films de Matrix qui sont sortis à l'époque, réécoutez bien les bandes-son et vous verrez que la trance, la psychédélique trance n'est pas quelque chose de si novateur. C'est vrai, tu parles de Matrix, j'ai des scènes, alors ça doit être dans Matrix 2, il y a une scène à un moment justement où il y a une espèce de rêve un peu. Vous vous rappelez la scène, ils sont dans le centre de la Terre, là, sur, j'ai plus le nom de la ville, et il y a une scène un peu, je me demande s'ils écoutent pas de la trance à ce moment-là. Ouais, mais parce que c'est une espèce d'électro hyper, alors on en parlera justement du côté très organique de la musique trance, et du coup c'est vrai que ça m'y fait penser. Je vais même refaire le film du coup. Alors ça c'est la trance, psy, mais il y a le Adra aussi en parallèle, qu'il faut qu'on raconte en fait comment c'est fait le festival, d'où ça part. Vous n'avez pas toujours été dans l'Allier en plus. Alors non, et alors pour juste finaliser sur cette petite histoire de la trance et pour raccrocher avec Adra. Ouais. Adra, qu'est-ce que ça veut dire ? Adra en fait c'est la trance en marocain. Ah ok. Eh oui. En fait, il s'avère que notre fondateur, le fondateur de l'association, Driss Boyad, faisait partie d'une communauté au Maroc qui s'appelait les Issawa.
Et en fait, dans cette communauté au Maroc, ça pratiquait des cérémonies musicales de soins et de guérison le soir, qui s'appelaient donc les hadra. Ce sont des cérémonies qui sont là pour guérir les maux et on va jouer donc du coup de la musique du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil avec des musiques très très répétitives et on va appeler des djinns, des dieux qui vont répondre à certains besoins et au fur et à mesure de la soirée les rythmes augmentent, s'intensifient et on appelle des dieux différents avec des couleurs et des évocations différentes pour que chacune, en fonction de son état, puisse rentrer dans la transe au fur et à mesure de la nuit et guérir de ses maux. Et c'est là où je parle aussi de la question de la transe comme quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui a déjà été beaucoup... Enfin, on n'a rien inventé. On s'est ressaisi de quelque chose qui existait déjà et dans la musique électronique, on a retrouvé des choses assez similaires. Mais voilà, la transe, c'est quelque chose qui est pratiqué de manière très, très traditionnelle dans beaucoup de communautés sous différentes formes de musique. Et on n'est pas obligé de rentrer en transe forcément en écoutant de la psychédélique trance. Il y a plein d'autres formes de musique, même si effectivement, donc, dans la composition, la psychédélique trance a été façonnée de manière à rentrer et jouer avec ces états de conscience, notamment par la musique, et on en discutera plus tard, mais pas que, puisque nous, dans toutes les fêtes trance, et Hadra, on n'y manque pas non plus, on a à cœur de stimuler tous les sens. C'est-à-dire que la musique, c'est une chose, mais pas que. D'ailleurs, on en reparlera aussi, mais on a une énorme communauté de sourds et de malentendants sur le festival, parce que justement, en fait... cette expérience, on peut la vivre à travers pas mal de biais. D'accord. Du coup, je reviens juste sur ce que tu disais, justement, sur ce côté un peu... On est un peu sur quelque chose de assez tribal, en fait, sur quelque chose qui est né un peu du rapport de l'homme à l'homme. Tu parlais du côté curatif, je fais le rapport justement avec ce côté tribal. Ça me rappelle un peu notre podcast qu'on avait évoqué sur la musique jazz, où on part un peu des champs de coton qui rythment le travail quotidien, on revient un petit peu à ça. Et c'est vrai que ça fait le lien avec ces cultures justement indiennes et marocaines, du coup, enfin j'imagine maghrébines aussi. Donc du coup, ça ne m'étonne pas, ça s'écoute en plus dans les sonorités, pour ceux qui connaissent un peu le style musical, on retrouve un petit peu ce côté, je disais tout à l'heure, organique. Il y a des sons un peu gutturaux, un peu, je sais pas, c'est difficile à expliquer en fait. On va mettre des morceaux tout à l'heure de toute façon. Okay. Est-ce qu'il y a des valeurs justement, tant qu'on est justement à travers la transe, parce que du coup tu parlais justement de ce côté curatif, mais est-ce qu'il y a des valeurs qui sont transmises à travers cette musique ? Bien sûr, et je pense que donc du coup elles sont aussi issues et elles prennent racine de par l'histoire. Donc on a beaucoup toutes les valeurs un peu qu'on avait pu voir autour de ce Summer of Love, hein, bien évidemment, d'amour, de tolérance, de bienveillance et d'ouverture. Il y a un profond respect du vivant, de l'environnement, de la différence. De la nature. Ce sont je pense les valeurs assez fortes qui sont portées. Ouais. Qu'on retrouve dans le festival. Dans le festival, effectivement, de toute manière, c'est tout, hein, que ce soit dans notre communication, notre façon de nous adresser, dans nos choix de programmation, dans la direction qu'on choisit, sous la forme associative aussi qu'on a choisie, hein, dans la gouvernance aussi. Et puis, bien évidemment, on a beaucoup d'espaces qui nous permettent d'échanger, des ateliers, des conférences, beaucoup de stands militants aussi qui sont là. Et on en profite. Je trouve que la forme du festival... est quelque chose de très puissant pour, justement, on en parlait, tu as abordé la question de la micro-société tout à l'heure. La forme du festival est vraiment excellente pour diffuser ces valeurs parce qu'on peut faire une immersion de vie dans quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'impression d'expérimenter du quotidien, et on peut voir que finalement, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir le monde peuvent vraiment marcher. Et quand on est au Hadra, et c'est pour ça qu'on tombe dans la marmite généralement, c'est que ça fait du bien. Tu vois, ça m'amène à quelque chose. Tu disais tout à l'heure, justement, en off, qu'il y avait des gens qui sont rentrés dans l'association qui n'écoutaient pas de la psytrance. Mais je pense qu'ils se retrouvaient en fait dans les valeurs véhiculées par le style musical, parce qu'on est au-delà, encore une fois, de la musique. Est-ce que, justement, c'est ce qui amène aussi les gens à écouter Parce que, bon, de prime abord, c'est pas quelque chose qu'on écoute sur les ondes, hein, ça c'est clair. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive, par le biais des rencontres, qu'on arrive à écouter.
Alors, sincèrement, je sais même pas. En fait, j'ai même pas envie de parler de l'incitation à écouter ou quoi que ce soit. Je peux comprendre que pour des auditeurs, auditrices qui n'ont pas eu un parcours dans les musiques électroniques, dans ces nouveaux courants, ce soit pas forcément simple de prime abord. Moi-même, la première fois, en fait, même pour tous les styles de musique, en fait, je vous invite à ne jamais... Enfin, on a besoin d'habituer nos oreilles. Chaque première découverte d'un genre de musique, on a toujours l'impression que c'est répétitif, que c'est toujours la même chose, mais parce qu'on n'a jamais les codes et que ça met du temps à déconstruire. Donc en tout cas, c'est normal de ne pas tomber dans la marmite de la psytrance tout de suite, ça n'a pas été mon cas non plus, mais c'est un espace de tout qui nous transcende en fait. Je pense que c'est ce sentiment d'épanouissement total, ce moment où on se sent totalement aligné avec la musique, avec les gens, avec des ressentis, avec des choses qui nous font des guillis dans le ventre, tellement c'est fort qu'à un moment donné, on se dit waouh, ça y est, je comprends, mon corps comprend, et en fin de compte, on rentre dans la danse. Après, effectivement, c'est pas forcément une musique qu'on écoute chez soi. Il y a tout un panel d'aficionados, bien évidemment, mais c'est quand même une musique qui est faite pour se partager sur les dance floors, qui est faite aussi pour s'écouter sur des systèmes son quand même assez amplifiés, parce qu'on a la question de la sensation, de la vibration, et puis même de la spatialisation du son. Bien sûr. Un son, ça ne fait pas que sortir d'une enceinte, ça peut aussi se déplacer à droite, à gauche, avec des textures, et c'est très très important dans la musique trance. Et où je voulais en venir pour dire ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, donc c'est quand même, oui, pour de la musique en extérieur, et d'ailleurs le plein air est vraiment très très important. Ici ils prennent bien, c'est vrai. Malheureusement, on a peu l'occasion de diffuser notre musique en plein air et beaucoup plus en salle, et pour toutes les raisons qu'on aborde, le plein air c'est quand même un format qui est beaucoup plus important par rapport à toutes ces valeurs, par rapport à la proposition artistique qu'on veut proposer aussi, par rapport à l'écoute et même par rapport au confort d'écoute, parce bien que sûr. C'est important pour nous d'avoir de la place, de respecter un peu les espaces individuels de chacun, d'être entouré de nature aussi, c'est quelque chose de très important, par exemple. Donc, en tout cas, j'essaye pas forcément de convaincre les gens d'aimer de la psytrance, et en plus, psytrance, c'est un mot un peu réducteur parce qu'on a un panel de sous-genres qui est énorme, et on a le rock de la psytrance, on a le dub de la psytrance, on a le chill de la psytrance. En fin de compte, il y a encore plein de petites chapelles dans cette arborescence, et il y en a encore pour tous les goûts. Donc, on peut très bien aimer un sous-genre et pas un autre non plus. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un parcours qui se forme en fonction des rythmes. On va aimer d'abord des musiques un peu lentes et qui nous rappellent d'autres courants, et puis petit à petit on va s'habituer à d'autres styles. Mais en tout cas, effectivement, nous dans Adra, aujourd'hui on est entouré de plein de personnes qui sont pas forcément passionnées de psytrance, mais en fait la psytrance est un moyen, le projet est encore plus grand, encore plus beau, et je pense que cette utopie fondatrice, elle est vécue et transmise à partir de la musique, mais pas que. Tu parlais du Dieu. J'ai une question avant justement qu'on passe à une écoute, mais tu parlais du Dieu extérieur. Donc, là, je parlais que c'était au plan d'eau de Vieur. Vous n'avez pas toujours été au plan d'eau de Vieur. Il faut l'expliquer aussi que c'est pas une association qui est de l'Allier. Vous êtes de Grenoble. On est de Grenoble. On est né à Grenoble en 2001. Voilà. Et donc, le premier festival a eu lieu en 2005 à Chorges. C'était dans le 05, dans les Hautes-Alpes. Il y a eu 2 éditions là-bas. Le problème, on pourra y revenir aussi, c'est un peu les amalgames, les préjugés que l'association a pu essuyer depuis le début. Et donc, très rapidement, en fait, c'était dur de pérenniser le festival sur un même lieu. Donc, il y a eu 2 années à Chorges, 1 année de battement. En 2008, il y a eu 1 année à Pontcharrat, mais c'était beaucoup trop proche de la ville et du centre urbain, et donc il n'y a eu qu'une édition. À partir de 2010, le festival s'est installé dans les montagnes iséroises à Lens-en-Vercors, et a fait de 2010 à 2014 ses plus grandes éditions là-bas, accueillant jusqu'à 15 000 festivaliers. C'était plus grand qu'aujourd'hui. Tout à fait. Ça a rétréci après. D'accord. Et pareil, changement de mairie, quelqu'un qui s'est fait élire sur le fait de ne pas reconduire le projet. Encore une petite année de battement. Et maintenant, nous voilà installés effectivement sur le plan d'eau de Vieur depuis 2016. Et maintenant, c'est l'endroit où on a été le plus longtemps installé. On est hyper heureuse de ça. D'écouter ça dans le bocage bourbonnais. Voilà. Maintenant, ça se mord un peu les doigts dans le Vercors, mais c'est trop tard. Bah oui, mais c'est trop tard maintenant. Nous, on est très heureux de vous accueillir. Nous aussi. On est très heureux d'être accueillis.
Du coup, on va s'écouter un premier morceau. Alors, c'est toi qui m'a fait la petite sélection des morceaux, moi étant peu connaisseur du genre. Gargarine Project. Alors, oui, tu vas en toucher 2 mots. Déjà, même sur la sélection musicale, justement, c'est une sélection pour vous montrer que, dans la musique trans, on a des ramifications qui sont énormes. Et ce qu'on va écouter durant toute cette émission, ce sera vraiment des sous-genres qui sont assez différents. Et vous y verrez d'autres influences qui peuvent être très intéressantes. Et oui, alors ce premier morceau, c'est un morceau en exclusivité de la prochaine compilation du festival qu'on sortira cet été, puisqu'en fait, chaque été, on met en lumière les programmations de nos scènes à travers la réalisation d'une compilation qui donne à entendre la diversité des styles qu'on aura accueillis. Donc on écoute Gargarine Project, qui est un artiste ukrainien désormais installé en France pour les raisons que vous connaissez aussi, qui est un artiste donc du coup plutôt dans le courant de l'ambiante, du down-tempo. Donc c'est des musiques que vous retrouverez sur le chill du Hadra Trans Festival, dans la bulle. Ce sont des musiques dédiées à la relaxation sonore, à l'apaisement. En tout cas, voilà, on est dans les versions les plus relaxantes et apaisantes des musiques trans. Et c'est Gargarine Project.
Avec RQQG, vous avez le champ libre. J'espère que vous avez apprécié donc cette petite entrée en matière donc dans la trance. On va un peu parler du festival. Si tu veux bien, on va parler un petit peu du festival. Première question, c'est très compliqué comme question parce que il se passe des tas de choses dans ce festival. Il y a des tas, parce qu'il y a le jour et il y a la nuit. Donc déjà, il faut distinguer les deux. Est-ce que tu pourrais de manière justement la plus synthétique possible nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Au Hadra Trance Festival, on y trouve pas mal de choses. Effectivement, si vous aimez la musique, vous aurez au moins 4 scènes de musique qui sauront ravir vos oreilles. Alors, bien évidemment, une scène dédiée aux musiques psychédéliques trance, c'est la main stage, mais aussi une musique... Qui est incroyable. Alors, je suis désolé, je t'arrête déjà là, mais je suis obligé de m'arrêter sur la main stage parce que allez voir des photos. Allez voir des photos, vous tapez Hadra Trance Festival, vous allez voir le travail donc des décors et des plasticiens, c'est dingue. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dingue. Donc, Oui, c'est-à-dire que déjà nos dance floors, c'est un mélange entre une programmation artistique et musicale super, mais aussi des équipes de décoration, de scénographie, de VJ, les vidéos jockeys qui vont faire aussi du mapping en direct et des équipes de lumière. C'est une synchronisation entre toutes ces équipes qui offrent un show complètement merveilleux. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les communautés sourdes et malentendantes. En fait, la musique, c'est pas grave parce qu'il se passe plein d'autres choses sur les dance floors, donc c'est vraiment super. Donc si vous aimez pas la musique psychédélique trance, bien évidemment vous avez 3 autres scènes. Alors on a justement le chill qui passe des musiques comme vous avez pu entendre un petit peu tout à l'heure. C'est plutôt un endroit calme où on a envie de se poser tout en étant encore dans une atmosphère musicale, mais on a des coussins, des tapis. C'est plutôt une scène où on se retrouve allongé plutôt que debout. Oui, c'est vrai. On a aussi une scène live et expérimentale qui est arrivée l'année dernière. C'était la dernière nouveauté où on va y retrouver beaucoup plus de groupes électro-acoustiques, des choses, pas mal de jam. Et vraiment là, on a une diversité assez intéressante. Et la scène alternative qui donc met en lumière d'autres courants des musiques électroniques qui va chaque année donner une priorité à un style plus qu'un autre. Cette année, ce sera les basses musiques, la dub music, la drum and bass, la jungle et le reggae, mais avec d'autres styles comme la world music, il peut y avoir de new disco, de la techno, ce genre de choses. Moi je suis d'accord, c'est une vraie découverte parce que pour avoir fait donc le Hadra l'année dernière, j'ai eu et qui suis pas du coup plus de l'école du rock, j'avais eu la chance d'assister à un show justement. Alors j'ai plus le nom, je suis désolé de l'artiste, mais il y avait une femme qui était à la batterie et Dieu sait qu'elle tapait bien, et un mec qui mixait, et ils avaient fait un mix sur sabotage des... J'ai plus le nom, Uriel, tu l'as? Non, c'est affreux de pas se souvenir des groupes mythiques comme Beastie Boys, merci. Et c'était incroyable, un mélange justement d'électro, de trance et de Beastie Boys. Mais c'était fou, c'était fou. Je pensais pas écouter ça justement. Voilà, c'est une vraie découverte. Vraiment, on a la volonté, en fait, au même titre qu'on est une association avec énormément de personnes qui interviennent, qui participent, qui contribuent, en fait, nous aussi, on veut que chacune ait sa place et son moment sur le festival. Ouais. Et en fait, tout le monde y apporte sa pierre, son identité, son petit bout de culture, d'art et d'esthétique. Et en fait, c'est ce qui fait une diversité incroyable. Et le parti pris aussi, c'est vraiment d'aller complètement à l'encontre des grandes programmations qui ont tendance à toujours afficher. Hadra fait le choix de ne pas aller trop dans les têtes d'affiche parce que justement, en fait, soit vous connaissez la psytrance et vous connaissez un peu les artistes, soit vous ne connaissez pas la psytrance et donc vous vous en foutez des noms de la programmation. Et en fait, Hadra, le vecteur principal, on ne vient pas pour la programmation musicale, on vient parce que c'est Hadra. Et dans Hadra, il va se passer quelque chose, une expérience de vie pour laquelle on n'est pas prêt et où on va être justement transcendé à travers la musique, mais aussi justement dans cette expérience de vivre ensemble. Donc pour continuer au-delà de la musique, on a aussi tout ce qu'on appelle une healing zone dédiée au bien-être avec des cours de shiatsu, de qigong, des stands de massage. On va avoir tout un village avec une programmation d'ateliers, de conférences et aussi une allée des utopies. On va pouvoir à la fois parler musique, alternative, numérique, faire des ateliers, des karaokés, des jeux très différents, s'initier à la musique électronique, faire des jams tous ensemble, des lectures. Ça peut être ce genre de choses. On a une galerie d'art
Oui, qui est assez incroyable. Ouais, une galerie d'art et même incroyable. beaucoup de décoration, c'est-à-dire qu'on décore à la fois les scènes, mais on essaye de décorer aussi les espaces de passage et de vie. On essaye même de commencer dès la billetterie et les parkings. Oui. Mais bon, le site est grand, donc il y a beaucoup de choses à faire. Très grand. En tout cas, il y a vraiment l'idée de travailler une immersion de partout. On va beaucoup travailler aussi des stands liés à l'environnement, à la bienveillance, notamment aussi sur la place des femmes, dans la musique. On va avoir bien évidemment une belle place avec le village, avec l'épicerie locale, le marché de la Loco, où on y retrouvera tous les artisans et les produits locaux, et on y retrouve aussi des associations qui viennent présenter leurs activités. Que dire de plus? On a aussi... Alors moi je voulais justement rebondir juste sur la partie village. Oui. C'est vrai qu'il faut... C'est un festival qui se visite en fait. On déambule. On va à la rencontre des gens, on va aller, il y a des friperies par exemple, tu vas trouver des gens en bois comme des ça, recycleries, des des gens en bois. recycleries. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, déjà on a un public qui est extrêmement fidèle, ça me fait chaque année plaisir de voir que les personnes qui ont vécu leur première ADRA l'année dernière reviennent et reviennent et reviennent. Et en fait, on a nous notre proposition, et en fait... Le public vient aussi avec ses propositions. Oui. Et en fait, chacun vraiment contribue, apporte sa pierre. Et donc, même nous, on est étonnés parce qu'on a aussi des performances, des spectacles de circassiens, des déambulations, des spectacles de feu. Et en fait, même le public nous émerveille parce que chacun a envie d'y apporter un petit bout de soi. On a par exemple, je me rappellerai d'un jour, quelqu'un qui est facteur dans la vie et qui du coup va faire des petits courriers et des mots d'amour qu'il va donner aux personnes en fonction en fait, chacun avec son rôle va apporter son petit bout et je trouve ça vraiment génial et du coup c'est plein de surprises. Vous pouvez passer toute votre journée à déambuler sur le site sans jamais aller voir la musique et en fait vous vous ennuierez jamais. Gardez les yeux ouverts. Les festivaliers sont un vrai spectacle en soi et ça fait partie de ces festivals où justement ils sont tellement immergés dans l'esprit, dans l'ADN du festival que même, vous pouvez venir comme vous êtes. Concrètement, il n'y a aucune cohérence dans la manière d'être habillé, dans tout ça, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut tellement toujours montrer une face. En fait, on est toujours tellement obligé de porter des masques et cet endroit de lâcher prise qu'on a vraiment du mal à accorder dans notre quotidien, peut-être parce que la vie va à 2000 à l'heure et en fait, cet endroit, on a réussi à créer un climat de confiance, de sécurité, de vivre ensemble où chacun est prêt à arriver dans son plus bel appareil. Et alors effectivement, au moment de la nuit tombée, le festival se transforme totalement. C'est-à-dire qu'il était déjà beau, il était déjà coloré. Une histoire de conte de fées. Moi, tu voulais qu'on aille dans le storytelling, le podcast. Moi, j'y vais. C'est bien compté. Vas-y, Mais en je tout cas, oui, à la nuit tombée, en fait, le festival change de peau. Les lumières commencent à jaillir de partout, les projections vidéo et même le public. Alors, on a quelque chose aussi de très particulier. J'aimerais vraiment le mettre ça en place bientôt, mais il y a même des artistes de la programmation qui ont été très étonnés, mais on a plein de méduses, de totems. C'est incroyable. En fait, comme le festival est assez grand et qui fait noir, et en fait, tout le monde crée des grandes structures lumineuses pour se retrouver avec leurs copains, et en fin de compte, il y a des lumières et des structures un peu partout qui défilent sur les dance floors, et c'est génial, quoi. Ah non, d'ailleurs c'est très marrant de voir les gens qui vont aller danser et qui transportent une espèce de méduse géante. Et il y a un autre aspect aussi, oui, qu'on n'a pas évoqué dans le village, c'est, moi je trouve que ça fait aussi l'identité de Adra, c'est les food trucks. Ce qu'on appelle les food trucks, ce qui ne sont pas vraiment des food trucks. On va pas manger que des burgers et des panini. Pas du tout, non. Ah non, mais c'est important de bien manger aussi. Mais moi c'est quelque chose qui m'a frappé parce que c'est vrai que il y a un vrai travail, une vraie recherche et une vraie esthétique en plus de... Sachez même que cette année, on a la parité chez les entrepreneuses et que même sur les gestions de food truck, on est sur du 50-50 et c'est trop bien. Mais oui, je suis assez étonnée de voir en fait, ce qui m'étonne beaucoup, c'est de pas voir cette offre de sélection dans les autres festivals en fait. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, avoir une offre de snacking un peu simple, ok, mais en fait, avoir du VG, des bonnes choses à manger, des produits locaux, des produits du monde. Enfin, moi, je sais que quand je vais... Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez typique dans les festivals Psytrance, mais moi, je vais dans les festivals pour la musique et pour goûter à tous les stands. Vraiment, c'est hyper important. L'année dernière, on avait des pâtes dans des meules de fromage, on avait du cochon grillé maison,
maison dans la pita. On a toujours des super Italiens qui font des pizzas maison super bonnes. On a des cuisines indiennes excellentes. Et c'est vraiment important. Bon, en plus, nous, on a vraiment la volonté de prendre soin de notre public jusqu'au bout. Et ça passe aussi par l'alimentation. Et il y a aussi tous les petits décors. On n'en parle pas, mais ils sont là, de petits décors comme ça, posés par-ci par-là, qui apportent justement cette immersion. Et d'ailleurs, j'ouvre parce que c'est effectivement quelque chose, mais sachez que chacune peut vraiment participer à ça. Alors on a toujours en tout cas une sélection de collectifs de décorateurs professionnels qu'on amène pour réaliser les grands espaces, mais les petits décors, ce sont aussi pas mal d'appels à projets de personnes qui ont envie de montrer leur art, de tester des créations, et donc du coup il y a beaucoup de participation bénévole aussi pour remplir cette galerie d'art à ciel ouvert. Petite anecdote d'ailleurs, l'année dernière, alors je pense que c'était un festivalier qui avait fait aménager une tente qui s'appelait Dans ma tête. Ouais. Et le gars avait fait en fait, alors le gars ou la fille, je sais pas, hein, mais avait en fait fait tout un petit décor de micro scènes dans des boules et tout ça. Et c'était, on visitait ça comme un musée, mais c'était quelque chose fait par un festivalier. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans un autre festival. Tu parlais du bien-être, ce qui va nous amener après donc, sur la télé, justement, à écouter. Là, on va parler musique après, on va écouter un petit morceau. Mais je voudrais revenir juste sur le bien-être des gens. Moi, j'ai une scène pour illustrer de ce dont on va parler. J'ai vu un monsieur tomber. Mais pas tomber ivre mort ou quoi que ce soit hein, juste prendre les pieds tomber, il était vraiment plus fatigué qu'autre chose parce que je crois qu'il était au 3e jour où il avait dormi 1 heure, mais il est tombé de fatigue. Eh ben, j'ai jamais vu ça. Il y a 10 mecs qui l'ont relevé. Le gars est tombé son portefeuille, ils l'ont emmené jusqu'à sa tente pour être sûr. Non mais, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est pour montrer aussi faut dire le mot, c'est la bienveillance qui règne dans ce festival. Je me rappellerai toujours d'un agent de sécu qui était là pour la première fois l'année dernière. Et en fait, il y a plein de festivaliers qui lui ramenaient des portefeuilles pleins. Et il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi les gens me ramènent des portefeuilles pleins? Du coup, il a tout gardé, lui. Non, mais on a une bonne gestion des objets trouvés. Mais c'est super et c'est tellement rare. Et franchement, je suis hyper contente qu'on puisse voir qu'il y a des endroits où, en fait, c'est encore possible. Effectivement, c'est un endroit où les gens peuvent laisser leur sac à dos à un endroit, partir. Enfin, bon, des fois, ils oublient leurs chaussures. On récolte pas mal de chaussures en fin de festival. Mais non, c'est vraiment bien pour ça. C'est pas parfait, évidemment, hein, surtout quand on est obligé d'augmenter la jauge chaque année, mais on y travaille beaucoup, on a vraiment à cœur par plein de choses, hein, par les activités, par la communication qu'on propose, par les bénévoles qui sont là, mais on a vraiment à cœur d'entraîner les gens avec nous dans nos valeurs. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont essayé de prendre leur place pour le Hadra Trans Festival sur notre site internet, vous verrez qu'avant de tomber sur la billetterie, vous allez être dans un petit parcours qui va vous expliquer un peu comment est le festival, va vous expliquer pourquoi on fait certains choix, parce que c'est vraiment important pour nous que le public comprenne, et le public est acteur du bon déroulement de l'événement, en fait partie, et on ne pourra jamais les remercier assez, parce qu'effectivement, ils font partie de cette ambiance, de cette bienveillance, et on veut que ça continue. Sinon, le Hadra ne pourra plus être ce qu'il est. Est-ce que, juste alors pour clôturer ça, est-ce que tu peux nous parler, parce que de ce camping justement, tu parlais justement pour personnes transgenres, LGBT, qui a été mis en place, qui n'est pas, d'ailleurs, vous étiez précurseur, hein, il me semble, dans Tout à fait, d'ailleurs démarche. Ça a été mal reçu au début, ce que je peux comprendre. D'ailleurs, on faisait aussi des ateliers de DJing en mixité choisie avant pour améliorer la pratique, et au début, les personnes ont peur qu'on parle de communautarisme, de séparation, mais en fait, ça fait un moment qu'on sait que nos fêtes ne sont pas parfaites, que les violences sexistes et sexuelles arrivent dans tout endroit, et au Hadra Trans Festival aussi, hein, comme dans tout événement, notamment sur des dance floors, il peut y avoir des frotteurs, il peut y avoir des personnes mal intentionnées. Et nous, on s'inspire beaucoup aussi du festival. On avait fait ce qu'on appelle une cartographie sensible. C'est-à-dire qu'on avait repris une carte d'implantation du festival et on avait convié des bénévoles, des personnes du public, des artistes à nous parler un peu de leur trajet et de comment ça se passait pour vivre le festival. C'est là qu'on s'est rendu compte déjà qu'il y avait des zones qui étaient un peu évitées par rapport au manque de lumière pendant la nuit ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'on a remarqué aussi que finalement, l'endroit le plus problématique pour la violence sexiste et sexuelle, c'était le camping. C'était quand une personne, à 3h du matin, une jeune fille a envie de rentrer et va au camping et qu'il n'y a pas grand monde et que peut-être qu'il y a une personne qui est à côté qui peut être insistante ou quoi que ce soit.
Donc le camping en mixité choisie, c'est vraiment un camping qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui peut permettre aux femmes et aux minorisées de genre qui ont tendance à venir seules en festival de se retrouver avec d'autres femmes et d'autres minorisées de genre dans un espace où elles seront entre elles. Et d'ailleurs, elles vont pouvoir communiquer parce que y en a beaucoup qui viennent seules aussi au festival parce que c'est un super endroit de rencontre, mais qui ont envie de dormir dans un endroit accompagné de personnes avec qui elles se sentiront en confiance. Et d'ailleurs, on fait aussi ce qu'on appelle un pédibus, c'est-à-dire qu'on met un arrêt de bus entre les scènes, et c'est-à-dire que si vous quittez le dance floor un peu tard et que vous avez peur de rentrer seul jusqu'au camping, vous pouvez aller à l'arrêt de pédibus et faire un trajet groupé avec d'autres personnes qui vont rentrer au camping. Parce que oui, c'est une des spécialités du Hadra, mais en fait, le festival ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le festival à partir du jeudi, en fait, la musique ne s'arrête pas jusqu'au dimanche. Donc, nuit et jour, ça ne s'arrête pas. Il y aura toujours des propositions. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même des horaires où c'est important aussi de rassurer et d'assurer la sécurité aux personnes qui sont seules. Voilà. Alors, justement, en parlant de musique, qu'est-ce qu'on écoute? Alors là, du coup, c'était Elements of Baraka Hadra. Donc, là, on est sur du pure production Hadra. Là, on est purement dans tout ce qu'on vient de se raconter. Donc, le morceau, effectivement, s'appelle Hadra. Il est en hommage, donc, du coup, à l'association et au festival. Et Elements of Baraka, qu'est-ce que c'est? C'est justement la rencontre entre un musicien de trance traditionnel, Adil Smali, qui est marocain, et Lakai, qui est un musicien de trance psychédélique. Et donc, à l'occasion des 20 ans de l'association qu'on a célébré en 2021, on avait voulu créer la rencontre entre ces musiciens pour voir un peu ce que la fusion de la musique pouvait faire. Et donc là, justement, c'est le morceau du premier album qui est à venir, qui est un mélange entre la musique gnawa et trance. Voilà, c'est justement l'occasion de relier un petit peu les deux essences traditionnelles de cette trance dont on parlait. Et voilà, je vous laisse écouter ça. On va écouter ça, ouais.
Avec RQQG, vous avez le champ libre. Sympa ce petit morceau de. Ouais, c'était de trance, Elements of Baraka que vous pourrez redécouvrir sur l'ouverture le vendredi sur la main stage du festival pour découvrir l'album en avant-première. Ouais. Non mais ça donne une bonne ambiance, enfin une bonne idée du style de musique qu'on peut retrouver. Et ça avait été créé effectivement pour les 20 ans parce qu'on avait fait du coup une édition sur les origines et on voulait du coup honorer Driss, notre fondateur, et les racines du projet. On va faire un petit jeu, Lucie. Vu que, alors on l'a pas dit, faut le dire parce que toi aussi tu es une artiste. Tout à fait. Vous pouvez me retrouver aussi sur la scène du Hadra Trans Festival et d'ailleurs cette année à un endroit plutôt sympa. Parce que moi je t'ai vu sur la main stage 16h30, 18h dimanche. C'est vrai? Trop bien. Bon. Oh oui, t'as un bon créneau là. Oh oui. Je vais te faire écouter des musiques électro et à toi de me dire en fait, parce que tu as une bonne connaissance quand même de la musique électro. C'est vaste la musique électronique. Bon alors je te demande vraiment, on va pas rentrer dans les sous-genres de sous-genres. Allez, tu me donnes une réponse assez large. Je te donnerai de petites anecdotes. En plus, j'ai 2-3 morceaux que je vais dédicacer à Uriel. Il va adorer. C'est toi qui as choisi les morceaux? Non, alors c'est pas que moi. Je fais une dédicace à Swan, qui a aussi travaillé pour ce podcast. Merci à Swan d'avoir travaillé ces morceaux. Parce qu'il y a certains morceaux... merci à la fin. Tu je lui sais pas merci encore. Parce qu'il y a des morceaux, c'est difficilement écoutable pour certains. Donc du coup, on va s'écouter ces morceaux. Tu me dis le genre, à ton avis. Ah, vas-y, Uriel, envoie le premier. Bon, c'est dans les musiques un peu break, ça déjà, parce qu'on le voit. Parce que ça. Bah, déjà, en tout cas, la rythmique fait que c'est dans les musiques break. Alors, je sais pas si on peut appeler ça du breakcore ou des choses comme ça. Ah, c'est considéré comme de la drum and bass, justement. Ouais, c'est pas forcément révélateur. Parce mais que la drum and bass, ça fait quand même toum tchic, toum tchic, toum tchic, toum tchic. Je suis d'accord. Après, voilà, c'est des musiques que c'est le courant de la basse musique, mais. Alors, pour ceux qui savent pas, la drum and bass, c'est un courant anglais qui est émergé dans les années 90 et c'est caractérisé justement par ce toum tchic, toum tchic, toum tchic, toum tchic. Donc, c'est deux composants qui vous en écouterez beaucoup de la drum and bass au Hadra cette année, puisque c'est une des musiques qui sera valorisée sur la scène alternative cette année avec un sound system assez particulier pour la diffuser. Je n'en dis pas plus. Ça, c'est connu encore, justement, la drum and bass. On envoie le deuxième morceau. Ah, Skrillex. La dubstep. Très bonne réponse. C'est de la dubstep. Alors, il y a une anecdote sur ce morceau que j'ai trouvé très drôle. C'est un morceau qui s'appelle Scary Monster and Nice Sprites, qui apparemment, selon la légende, peut protéger des piqûres de moustiques. Je sais pas, mais écoutez, moi qui habite à Marseille et qui me fait vraiment attaquer par les moustiques tout le temps, je vais essayer et je vous tiendrai au courant. Promis, je t'envoie un mail et je te dis ça, mais j'y crois pas trop. Tu crois pas trop? Eh ben allez, on passe au morceau suivant. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bon, bah là, on est dans la musique complètement, voilà. Ça s'appelle du Frenchcore. Alors oui, le Frenchcore, c'est assez un courant. Il y a des artistes comme Radium et Souille, j'ai beaucoup aimé le Frenchcore, mais ça fait partie donc du coup du courant du hardcore. Et le Frenchcore, là, on est dans un sous-genre, dans un bon sous-genre, effectivement. Alors Uriel est ravi de ce qu'on écoute là. Voilà, c'est un genre musical dérivé de la techno-hardcore, qui est un genre qui a émergé à la fin des années 90, début des années 2000, qui n'est pas à confondre apparemment avec un style vestimentaire du même nom. Je ne savais pas. Le techno-hardcore. Oh, non, ça te dit rien. Oui. En tout cas, il faut savoir que, en tout cas, il y a une grosse guerre de chapelle sur le milieu du hardcore et de la trance depuis très très longtemps. Et c'est dommage. Maintenant, on en diffuse un petit peu de la hard music aussi cette année, spécifiquement sur la Hadra, mais faut être bien énervé quand même. Ouais. Morceau suivant.
Alors, Je sais plus comment on appelait ça. C'est de l'électro-jazzy un petit peu, mais comment... de l'électro-swing. De l'électro-swing, voilà, il Exactement. me manquait le mot swing. Ça je mélange le les cherchais. sonorités des années 20 et des années 40 avec justement un mélange de musique électronique. Le morceau qu'on a écouté là, justement, alors on le passe des fois, justement, c'est notre musique d'intro quand on fait les actus à Radio Kick en Grogne. C'est Caravan Palace, du coup, sur leur deuxième album de mémoire. Il y a aussi d'autres artistes qui représentent ce genre. Il y a Parov Stellar. Mais sachez en tout cas que tout ce qu'on vient d'écouter, c'est des choses qu'on peut retrouver au Adra Trans Festival. Parce Moi, j'adore l'électro-swing. Ouais. On illustre en tout cas toute la musique électronique. Et oui, l'électro-swing, c'est génial. Moi, en ce moment, j'adore tout ce qui est le courant de l'italo-disco, où on revient sur des choses autour de l'inspiration de Céron. Et il y a pas mal de choses qui reviennent aussi sur le New Wave. Enfin, en tout cas, l'électronique ne réinvente rien. C'est de nouvelles méthodes aussi où on recroise des influences. En tout cas, moi, j'adore. Morceau suivant. What's going on? Ding, ding. Alors là, c'est compliqué de dire parce qu'en fait, on pourrait mettre beaucoup de choses derrière tout ça. Oui. Certains auraient pu vous dire que c'était de la trance uplifting comme on aurait pu à l'époque, ou ce qu'on appelle de l'EDM, de l'electronic dance music, qui est le côté assez populaire qu'on peut entendre à la radio de la musique électronique. Mais je trouve que cette catégorie, elle est aussi un peu fourre-tout quand même. Alors, elle a enregistré cette chanson sous un style bien défini. Alors, je regarde juste de pas laisser le morceau entier, rien que pour voir la gueule de Uriel se déconfire au fur et à mesure du morceau, parce qu'il est ravi. C'est de la Machina. Alors c'est quelque chose qui vient d'Espagne, ça, je crois. Ouais, c'est ça. La Machina, c'est pareil, courant des années 90. Quelque chose de très très rapide, oui. Et un peu de la fête foraine c'est aussi. Exactement. C'est de la... Ou alors du Jackie Tuning avec les subs à l'arrière de la voiture. C'est un sous-genre musical de la techno-hardcore encore. Et il y avait des groupes comme à l'époque Scooter dans les années 90. Alors moi j'écoutais Scooter quand j'étais petite. On a tous écouté Scooter. Mais moi en fait quand j'écoute Scooter, je me suis dit mais en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter de la trance quand j'étais petite. Oui. Moi j'ai l'impression que Scooter, on est plus sur des sonorités de la Scooter, trance, c'est un peu plus violent que du techno-hardcore quand même. Là on est sur une version commerciale de la Machina, oui. Alors que Scooter c'était une version quand même un peu plus... C'était un truc genre Crazy Frog quand j'étais petite, il y avait les clips à la télé quoi. Eh oui, tu es encore jeune. Bing. Eh oui. Moi j'avais 30 ans quand j'ai écouté ça. Allez, non, c'est... dernier morceau. La trance. Non. Avec un petit ternaire là qui va arriver, qui va faire pop 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 pop. C'est de la trance. Tu devrais faire de la trance, toi. C'est exactement ça. Ouais. C'est de la trance. Alors, je sais pas si tu connais, c'est un morceau qui s'appelle Adana de Vini Vici. Alors, Vini Vici, franchement, je vais faire un petit contour. Allez, mais Vini Vici, c'est un cas d'école vraiment très très intéressant. Vini Vici, avant, donc, ça avait un autre projet qui s'appelait Siesto Cento et qui faisait partie donc de la trance psychédélique. Donc, la trance psychédélique est un peu le courant underground et indépendant par rapport à ce qu'on appelait l'uplifting. Donc, la trance psychédélique, c'est Adra, le boom, le Zora, l'histoire autour de Goa comme on l'a entendu. Et en fait, moi je me rappelle avoir programmé Vini Vici à Marseille en 2015. C'était un cachet tout à fait comme nous et il s'avère que Vini Vici a eu un morceau qu'il a sorti en collaboration avec Highlight Tribe qui est devenu numéro 1 tout genre confondu sur Beatport. Ah ouais. Et en fait, à partir de là, Vini Vici, déjà leur cachet a été multiplié par 10 en 1 an et demi. Et en fait, j'ai commencé à voir à Marseille, sur Vieux-Port, dans des endroits hyper populaires, des gens jouer Vini Vici. Et on s'est dit, ça y est. C'est le moment, en fin de compte, où la trance va avoir son moment où ça va être considéré. Puis finalement, non. Parce que Vini Vici, du coup, est complètement sorti de la scène psytrance pour aller sur celle de l'uplifting, où on retrouve, du coup, des festivals comme Tomorrowland, l'Ultra Music, Coachella. C'est des festivals vraiment énormes pour aller sur le côté, donc, de la trance commerciale, où on avait aussi des artistes comme Armin van Buuren, Tiesto, comme j'en parlais. Et finalement, aujourd'hui, c'est des artistes qu'on peut plus du tout programmer en festival psytrance parce que le prix de l'artiste est le prix d'une scène entière pour nous. Mais ah oui, en effet, d'accord. Mais voilà, et en tout cas, c'est quelque chose, ça a été un peu la découverte pour le grand public de la musique trance, Vini Vici sur les radios. Ils ont au moins apporté ça. Au moins, tout à fait.
Comme justement Axel, Crazy Frog avec la Machina. Hein. On va revenir donc sur le Hadra Trans Festival. Alors je vais poser une question justement pour clôturer aussi, avant qu'on revienne par les choses un peu plus positives, mais sur l'image. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Moi je dis pas ça parce que j'ai fait le festival. On parle depuis tout à l'heure de bienveillance. C'est un festival, c'est vrai. Allez le voir. Allez, n'ayez pas peur d'y aller. Et c'est souvent un festival qui souffre vraiment d'une image négative, mais comme beaucoup de festivals, j'ai envie de dire, de ce genre, d'une image liée à la drogue, en fait. On pense que c'est des temples de la drogue où tout le monde est défoncé, alors que... Vas-y, Alors ouais, il y y a vraiment plein de choses à dire autour de tout ça. En tout cas, moi, la communication, bien évidemment, que j'empathie et que j'essaye de travailler tout ça. Mais déjà, on peut revenir d'un point de vue historique. Et c'est actuellement, depuis 20 ans, c'est nous, la musique électronique. Mais avant, c'était le rock. Et avant, c'était le jazz. Et en fait, l'histoire se répétera encore. Et un jour, on nous lâchera les basques. Et la musique électronique sera finalement acceptée, apprise dans les écoles. Et on remettra encore un regard étrange sur une nouvelle musique. Je trouve ça juste dommage que l'histoire se répète et c'est comme quand on a un plat devant nous, vous savez, on dit j'aime pas, non mais goûte avant de dire que tu n'aimes pas. Là c'est pareil, en tout cas effectivement on a subi pas mal de préjugés qui nous ont causé beaucoup de difficultés et de légitimité, et puis même personnellement quand on essaye de travailler là-dessus, que ce soit pour la pérennité du festival, pour la considération de nos emplois, de notre expertise et pour faire vivre notre musique. Je dirais pas qu'il n'y a pas de drogue, mais comme dans tout festival, comme dans tout univers, même de divertissement, et puis même pas que dans la musique. Après, nous, effectivement, peut-être que ce qui nous fait défaut, c'est que on le cache pas, et donc du coup, on travaille la question de la prévention sur le festival, et c'est quelque chose qui peut étonner un peu les gens. Mais donc du coup, plutôt que de fermer les yeux, on a tendance à mettre des stands et des associations, ce qu'on appelle de réduction des risques, qui vont être là, en fin de compte, pour s'occuper des personnes qui vont avoir des consommations de drogue et pour en prendre soin et pour être sûr en fait que ces personnes le fassent dans un cadre sécurisé, en bonne santé et que tout se passe bien. Et en fait, ne pas faire ça pour nous, c'est mettre en danger nos festivaliers et festivalières et fermer les yeux sur quelque chose qui de toute manière se passera. Donc on préfère que ça se passe mieux. Après, la problématique, c'est aussi d'en faire des généralités et des préjugés. Maintenant, ça fait 30 ans que le courant de la musique psytrans existe. Heureusement, moi, ça fait 10 ans que je travaille pour la communication du Hadra Trans Festival. Je vois à travers les titres de presse, à travers la couverture médiatique, le regard changer. Je le vois aussi à travers notre implantation dans l'Allier. Je suis vraiment ravie et il n'y a pas meilleur plaisir et meilleur sourire à nous offrir que des personnes qui étaient réticentes, qui avaient une mauvaise image et puis qui viennent, qui ressortent les étoiles dans les yeux et qui nous disent qu'elles y reviendront l'année prochaine. Sachez d'ailleurs que pour les personnes qui ont encore des préjugés, ça se bossera avec la communauté de communes, mais on a réalisé un documentaire justement pour faire entrer les personnes qui n'osent pas venir au festival dans notre univers à travers la projection d'un film. Et j'ai envie au moins que ces personnes découvrent un peu plus loin que ces préjugés. Je trouve que c'est un peu le grand mot de notre siècle, de coller des étiquettes, de coller des préjugés, de ne pas même pas chercher à comprendre la différence, la diversité. Juste ne faisons pas vite des raccourcis, du moins de casser ces préjugés. Et la peur, c'est souvent ça en fait, les gens s'imaginent que c'est créneau. C'est pas pour moi aussi. Alors ça, c'est le deuxième truc que j'écoute, c'est pas pour moi, je n'aime pas l'électro. Mais moi je le dis à cette antenne, c'est que moi je n'écoute pas forcément de la musique électronique, mais c'est vraiment... Allez vous promener, allez voir, parce que c'est vraiment ça dépasse largement la musique. Vous ne craignez rien. Il y a des familles sur place. Il y a beaucoup de familles qui viennent au Hadra. C'est vraiment un lieu où vous vous sentez bien. Voilà, c'est une bulle de bien-être. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais justement dans les échos. Il faut que tu parles aussi du pass riverain que vous avez mis en place. Tout à fait. Alors le pass riverain qui est actuellement disponible à l'office de tourisme du Bocage bourbonnais à Bourbon, et donc du coup c'est un pass qui concerne tous les habitants de la communauté de communes. C'est une par personne sous présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. C'est des tarifs qui sont réduits, et il faut savoir aussi, ça c'est quelque chose donc du coup qui est vraiment dédié aux habitants du Bocage. Donc les passes riverains sont moins chers, ils sont pour profiter de toute la durée du festival. On peut pas vous faire entrer 1 heure ou 2 le jeudi, le vendredi ou le samedi, parce que justement le festival ne s'arrête jamais, donc en fait on peut pas vérifier. Mais le dimanche à partir de midi, on a toujours 3 heures d'ouverture où vous pouvez venir gratuitement
pour profiter de la fin du festival jusqu'au soir. Gratuitement. Oui. Je leur dis, gratuitement. Alors, bien évidemment, toujours avec un justificatif de domicile. Mais en plus, la billetterie est fermée pendant... Normalement, le festival est complet à partir du vendredi. Les gens prennent toujours des passes 4 ou 3 jours. On incite même à prendre des passes 4 ou 3 jours parce que pour nous, en fait, faire la soirée du samedi, c'est déjà prendre la place de ceux qui auraient pu vivre l'expérience pendant 4 jours. Et en fait, ce n'est pas vivre l'expérience du festival. Consommer une soirée, une fête, on peut le faire ailleurs. Et par rapport à toutes les missions qu'on vient de se dire, on ne pourrait pas vivre l'expérience pleine de Hadra. Donc on ne veut vraiment pas que des personnes qui profitent un jour prennent la place de ceux qui sont là pour 4 jours de programmation qu'on a pensé, qu'on a travaillé, qu'on a réfléchi et qu'on a financé aussi. Donc c'est vraiment important. Mais du coup, le dimanche, quand même, pour les locaux, et c'est normal, et jusqu'à la fin du closing, qui peut durer jusqu'à 20h, 23h en fonction de l'after, voilà, c'est ouvert pour profiter de la dernière journée. Et justement, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de chasser ces préjugés. 2 dernières questions. Combien de bénévoles ? Alors, cette année, on n'a pas encore fait le calcul, mais au moins 950. 950. Alors, la deuxième n'est pas une question, mais une affirmation. Pour avoir vu le traitement des bénévoles, moi, respect éternel, je n'ai jamais vu un tel traitement pour des bénévoles. C'est-à-dire que les bénévoles ont leur propre QG, leur propre buvette. Bien volonté. Ils ont même une équipe, l'équipe bébé. L'équipe bébé, c'est l'équipe bien-être bénévole. On a des bénévoles qui prennent soin des bénévoles. Ouais. On avait Mathilde aussi l'année dernière, aussi super. Enfin, il y a des gens qui viennent faire des massages. On a des team café, des petits thés, même pour les équipes qui sont loin. Enfin, des jeux, des soirées qui sont organisées. Enfin, de toute manière, justement, on est sur un format associatif. C'est un projet à but non lucratif. Il faut savoir d'ailleurs que le festival, c'est un peu notre seule activité rémunératrice et qui finance beaucoup d'activités de l'association Hadra à côté qui ne le sont pas. Des labels d'accompagnement de musique, de performance, nos décorateurs, de l'action culturelle, un organisme de formation, d'autres événements aussi. Et c'est le festival qui permet de financer tout ça. Et en tout cas, on avait calculé, mais si on devait payer ces 950 bénévoles, le festival coûterait en moyenne 400 ou 500 000 euros de plus par rapport à la force de travail. Et ce ne serait pas du tout le même prix d'entrée. Puis pas le même état d'esprit. Et ce serait pas... Mais en fait... on n'invite pas, nous-mêmes, les artistes et les salariés, on n'a pas d'invitation pour le Hadra Trans Festival. Enfin, en fait, toute personne qui veut être invitée au Hadra n'a juste qu'à filer un coup de main et apporter sa pierre à un endroit, et c'est le but. On veut que personne ne vienne consommer le festival, mais que chacun contribue et coopère sur ce festival, et c'est cette dynamique de faire ensemble qui est hyper importante. Je finis sur une question quand même. C'est une association. On n'a pas encore assez. Oui. On a beaucoup parlé de festival, mais derrière une association. Oui. Vous êtes combien de salariés ? Alors 2 salariés. On a Clara qui est directrice et coordinatrice, Léna à l'administration. Qu'on salue. On a Félix, notre chargé d'action environnementale et sociale. Sacré boulot. Pourquoi les autres non ? Si, je les aime bien, mais lui je l'aime plus. On a Yacine aussi qui est sur le volet action culturelle et transmission, et on est 2 à la com. Après, on a aussi des intermittents. Par exemple, tous les décors qui sont faits au festival, et les lumières et les vidéos, ce sont nos équipes aussi. Et c'est une équipe d'intermittents qui vit notamment grâce au travail fait sur le festival aussi. Plus le bureau donc de l'association. Oui, c'est un CA. En fait, tous nos employeurs sont bénévoles déjà aussi, ça il faut bien le savoir. Et c'est un vrai bureau et une vraie association avec 10 personnes bénévoles qui dirigent l'association, la stratégie et les grands angles. Et ce sont nos employeurs. Juste, je dis ça parce que tout à l'heure tu parlais justement du format de direction, enfin de gouvernance. C'est pour ça, c'est pour clôturer. On travaille énormément en termes de commission. Moi, par exemple, parlons de la programmation. En fait, par exemple, la programmation, on n'a pas un programmateur aux cheveux blancs sur la scène. En fait, je préside la commission programmation du festival sur les 4 scènes, et il y a énormément de bénévoles, d'artistes, de salariés qui participent à chaque programmation de sel, et chacun y met aussi ses influences, son grain de sel, et c'est vraiment des choses qui sont faites de manière collégiale. Merci Lucie. Merci à toi. Est-ce que tu as d'autres choses hormis nous inviter, et on n'a pas cité le principal? On n'a pas donné les dates. Le 22 au... Alors, cette année, c'est un peu plus tôt. On a réussi à... On est allé juste... Merci encore à Xavier Monnier. Grand merci au député qui nous a permis et qui a défendu le projet à l'Assemblée nationale pour que le Hadra Trans Festival puisse...
Yannick Monet. J'ai dit Xavier, pardon. Oui. Yannick. Et donc, du coup, qui fait qu'effectivement, on aura lieu du 22 au 25 août de cette année. Oui, qui a pu être maintenu malgré les JO. Et c'est vrai que merci. Et c'est pas le cas de tous les festivals. Et qui d'ailleurs, c'est vrai que ce soit la préfecture ou les collectivités, essayent quand même, tant bien que mal, en tout cas, de soutenir au maximum le festival. On est très bien soutenu et très bien accompagné de ce côté-là. Tout à fait. Mais en fait, ça marcherait pas sinon. Et c'est pour ça qu'on arrive à bien s'implanter ici aussi. C'est parce qu'on a une collaboration qui est extraordinaire avec toutes les équipes en local. Merci beaucoup Lucie. Quant à nous, on se retrouve donc pour un prochain épisode où l'on parlera du Festival Gobas et sa programmation 2024 qui est, on va le dire, complètement dingue. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les événements de Bocage Festif sur notre site tourisme-bocage.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci à tous, merci Uriel, merci Lucie. Merci à vous.
Avec RQQG, vous avez le champ libre.